Transport par rail. Ici, on voit un convoi. Ici, on a la carte des réseaux ferroviaires en Amérique du Nord. C'est une carte qui a été faite par des groupes citoyens, j'ai l'impression des groupes environnementaux. La carte, quand on regarde celle du Québec, on ne voit qu'une voie, finalement, la voie en vert, qui mène qui passe par Drummondville et qui mène à Saint-Jean-de-Beaubrunswick. C'est la voie, en tout cas, c'est la voie du CN. C'est une voie, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, j'ai essayé de trouver, là on voit la voie du CN, en partant de l'Ouest canadien. Il y a d'autres cartes. Ici, on a une carte de 2013, où on peut voir ici au Québec toutes les voies, la NMA, etc. Ce sont des voies, mais ce n'est pas toutes des voies qui vont transporter du pétrole comme on s'en doute. Là, on a de cette île, évidemment, ce sont des voies ferroviaires pour des mines qu'on retrouve dans le nord du Québec, etc., etc. Une autre carte que j'ai trouvée sur Internet, sur un site de Radio-Canada. Donc, on peut voir différentes voies ferroviaires. Il y en a ici, par exemple, pour de Joliette en allant vers Saint-Félix-de-Valois, la petite voie qu'on voit ici en bleu. Puis il y a ici la voie qui passe sur la rive nord, qui est la voie Québec-Gatineau. Ici, on a une carte de 2012 de Transport Québec, qui nous permet quand même de mieux voir les différents réseaux, comment ils sont connectés. Donc, on peut voir ici le réseau de la Naudière, ici on peut voir de Joliette à Saint-Félix-de-Valois, etc. On voit notre ligne Québec-Gatineau ici, avec une partie qui monte vers Shawinigan, qui passe près de la Gabelle, etc. Sur les sites des compagnies, rarement, mais parfois, on trouve des cartes interactives. Ici, c'est Genesee et Wyoming. C'est une grosse filiale américaine qui transporte beaucoup de produits pétroliers. Et ils ont des filiales canadiennes, ils ont plusieurs filiales québécoises. Il y en a une qui s'appelle Saint-Laurent-Atlantique. Et sur la carte, quand on fait un zoom, on peut voir où ça passe. Donc, on peut voir que là, on passe en plein milieu de la municipalité de Durham-Sud, qui est située là, aux confins de l'Estrie, centre du Québec et la Montérégie. Donc, évidemment, ça passe en plein milieu des municipalités. Ici même, à Trois-Rivières, on a le Québec-Gatineau, qui passe, là, évidemment, la section qui est ici en orange. C'est une section qui ne se superpose pas avec la carte Google, mais on reconnaît bien ici l'université. Donc, il y a la voie ferrée qui passe à côté de l'université. Il y a ici la gare Chanflot, l'équivalent de la gare Chanflot. Ça, c'est du gaz naturel. Non, ça, c'est des rails. Les rails, qu'est-ce que ça, ce sont des rails qui passent en milieu urbanisé, on ne peut pas dire le contraire. C'est sûr que s'il y avait des convois pétroliers, il serait étonnant que ça monte vers le nord, mais ça pourrait très bien passer entre Montréal et Québec, soit en s'arrêtant au port de Trois-Rivières ou en allant au port de Québec. Ici, on a une carte de Toporama. C'est des cartes interactives aussi qu'on a accès gratuitement. C'est le site de Ressources naturelles Canada qui l'offre. Et on peut voir, on a différentes couches, on a des calques, comme on dit, puis on peut montrer sur la carte ce qu'on a envie de montrer. Fait que là, on peut montrer les zones urbanisées qui sont en rose. Et puis on peut voir ici des petites flèches qui correspondent au sens d'écoulement des différents ruisseaux, rivières, cours d'eau qu'on retrouve à Trois-Rivières. Donc, on a l'aéroport de Trois-Rivières ici. On a évidemment l'embouchure de la rivière Saint-Maurice ici. Et on s'en va vers le Cap de la Madeleine, le Saint-Louis-de-France, plus au nord. Là. Donc, sur cette carte-là, on voit qu'il y a des zones humides, on voit l'aéroport, on voit différentes choses. Et là, on peut faire apparaître les voies ferrées. Donc, c'est intéressant comme outil de travail pour dire, hey, ça passe-tu à côté d'une école, d'une station, d'une caserne de pompiers, etc. On peut le voir avec cet outil-là. Il y a aussi des cartes qu'on appelle, comment on dit ça, manuel ouvert, en données ouvertes, qui sont établies par des citoyens bénévoles, mais qui en général sont quand même de bonne qualité. Donc ici, on a une carte où on peut voir en noir les voies ferroviaires. Plus il y a de voies ferroviaires, plus on voit que la trace est
et large, qui correspond finalement à un nombre de voies. Donc c'est assez bien fait, on peut voir toutes les petites voies de desserte, sauf que ça ne dit pas s'ils sont utilisés ou non. Une autre carte que j'ai trouvée, c'est la carte sur le site du ministère Énergie et Ressources naturelles du Québec. C'est des cartes pour ceux qui font de l'exploration minière. Donc, ce sont des cartes très précises. On peut voir comme ici différentes failles géologiques. Et puis, on peut là aussi faire apparaître différentes couches. Comme ici, il y a une couche, évidemment, il y a des zones d'exploitation minière, mais il y a aussi en jaune des petites régions, comme on peut voir des réserves écologiques, qui sont soustraites à l'exploration minière. Donc, c'est quand même intéressant de les voir apparaître. Et depuis la réforme de la loi des mines, on a aussi des endroits où on a des contraintes majeures. Donc, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de mines dans ces zones qui sont en vert là. Comme on peut le voir dans la Trois-Rivières, il y a Pointe-du-Lac, il y a une partie de Pointe-du-Lac qui est celle qui est près du fleuve est plutôt protégée, mais il y a toute une zone qui est en vert. C'est à cause de la densité de la population, j'imagine. Oui, principalement. Oui. Oui, si on regarde ça, on peut voir qu'ici, c'est plutôt de la villégiature, mais elle est quand même exclue. C'est peut-être moins de résidence, moins grand nombre de résidences. Mais c'est quand même intéressant de noter que des différences, quand on va dans le détail, on peut voir qu'il y a des zones qui sont comme soustraites aux contraintes. Est-ce que c'est des erreurs de celui qui a fait les cartes, là, de ceux qui ont fait les cartes ou quoi? Parce que là, on peut voir qu'il y a des zones, moi où j'habite, là, c'est près du pont La Violette. Le pont La Violette traverse ici, là, entre Trois-Rivières et Bécancour. On peut voir que c'est... On pourrait avoir des concessions minières. C'est un peu étonnant. L'eau peut-être, mais là, ici, là, je te ferai remarquer qu'il y a quand même un bon 500 mètres de terrain. De terre ferme. Sur la carte du CGA, on peut avoir une résolution vraiment inférieure au mètre. Comme on peut voir l'échelle ici, on a une échelle de 20 mètres. On peut même avoir une échelle, on peut même doubler cette échelle-là. On peut zoomer et faire en sorte qu'on voit très bien chacune des voies de desserte. Par exemple, ici, là, près de la rue Bellefeuille, on peut voir là, les trois voies très bien. On peut même voir les courbes de ces voies-là. Si on fait une petite histoire du rail au Québec avec le pétrole, en 2013, déjà, il était prévu que les raffineries Valero et la raffinerie Suncor à Montréal ont déjà commencé à recevoir des expéditions de pétrole. C'est ce qui avait été dit là, par l'Office national de l'énergie. Donc, nous, on l'a appris beaucoup plus tard, mais l'Office national de l'énergie, dès son si on fait une petite histoire du rail au Québec avec le pétrole, en 2013, déjà, il était prévu que les raffineries Valero et la raffinerie Suncor à Montréal ont déjà commencé à recevoir des expéditions de pétrole. C'est ce qui avait été dit là, par l'Office national de l'énergie. Donc, nous, on l'a appris beaucoup plus tard, mais l'Office national de l'énergie, dès son rapport de 2013, publié début 2014, mentionnait qu'en septembre et en décembre 2013, circulait du pétrole sur les rails. Ici, en 2014, il y a les maires de Saint-Bruno, Longueuil, Boucherville, Varennes qui commencent à être inquiets. 28 mai 2014. À Montréal aussi, surtout dans la presse anglophone, ils sont un peu désolés de voir qu'il y a de plus en plus de wagons-citernes remplis de pétrole qui circulent sur le territoire de Montréal. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Montréal le 30 juillet. Donc on peut voir que même au Vieux-Port, dans le quartier historique, il y a des wagons de pétrole qui circulent. Et si on regarde l'augmentation du trafic de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, enfin on n'a pas les données 2015, mais on a les données 2014, on peut voir une augmentation d'un facteur 3 environ du trafic pétrolier au Canada.
Et ça, ici, on a l'accident de lac mégantic qui a peu changé la donne. Peut-être que pour un mois ou deux, il y a eu une diminution pour ce mois-là, mais par après, c'est revenu à quelque chose près à la normale. Aux États-Unis, l'accident de lac mégantic aussi n'a pas vraiment changé la donne. Ça poursuit sur sa lancée. Donc, on a une augmentation. Vous noterez qu'à l'heure actuelle, on a de presque 2 fois l'énergie extra. Encore 2 fois Keystone. C'est 2 fois Keystone. Vers Portland, qui passe par le Maine, qui pourrait. Il y en a un vers Portland qui n'est pas noté, mais il y en a un qui pourrait se diriger vers le Nouveau-Brunswick en passant par le Maine. Il y a le projet de chaleur terminale qui va jusqu'au Bas-Saint-Laurent puis qui coupe vers le Nouveau-Brunswick vers Bathurst, Belgium pour le terminal pétrolier de Belgium. Et puis, on a ici une voie là, pour aller à Sorel qui, elle, est déjà en fonction. Et puis, ça provient du rapport de M. Harvey pour la MRC de Dautré. Donc, il y a les valeurs qui sont indiquées. C'est sûr que le plus important, c'est celui de chaleur terminale, qui équivaut à 220 wagons citernes par jour ou 10 millions de tonnes de pétrole par année. On a ici sur la carte les différentes voies ferroviaires qui mènent justement dans les différentes raffineries. Et ici, on a le nombre de jours que ça prend. Donc, par exemple, pour aller à Los Angeles, ça nécessite de l'Alberta environ 2 semaines et ça coûte entre 13 et 18 $ le baril par rail. Donc, ça donne une idée en tout cas une bonne ordre de grandeur du transport par rail. On n'a pas les flux, malheureusement, on peut avoir tout sur le même graphique, mais enfin, là, ici, c'est juste pour indiquer quelles sont les différences de prix selon les différents endroits sur le pourtour du continent, parce qu'évidemment, les raffineries ne se situent pas à l'intérieur des terres, mais plutôt le long d'un océan, face à un océan. Transport par rail, quels sont les avantages? C'est qu'il est plus rapide que les autres. En moyenne, c'est 30 km/h. C'est sûr que, on le voit maintenant que la régulation est un peu plus contraignante. Peut-être que cette vitesse-là est un peu plus basse à l'heure actuelle, parce qu'il y a certains tronçons que tu ne peux pas dépasser 10 km/h. Mais encore maintenant, grosso modo, c'est 50 km/h en zone urbanisée. Tu ne peux pas dépasser 50 km/h. Mais si on fait 50 km/h pendant un petit bout de temps, on peut peut-être avoir une vitesse moyenne de l'ordre de 30 km/h si le convoi ne s'arrête pas, évidemment. Ça demande moins de diluant que le transport par pipeline, parce que de plus en plus, avec les nouveaux wagons, on va avoir des wagons chauffés qui vont maintenir le pétrole brut moins visqueux, évidemment. Il n'y a pas de perte de qualité du pétrole pendant le transport, il n'y a pas de mélange. Ça, ceux qui s'occupent du fret par rail, ils disent ça comme avantage par rapport au pipeline, évidemment. Et puis, si on veut faire un nouveau terminal ferroviaire, ça ne coûte pas cher. On peut le faire en moins d'1 an et à peu près à 50 millions de dollars. Par contre, on a vu ce qui est arrivé à lac mégantic. Et puis, ça continue. Ici, vous allez avoir des images récentes. Un convoi entre Nantes et lac mégantic en 2015. Donc, des fois, on vous dit « Ah, il ne passe pas de pétrole à lac mégantic. » Ça, c'est des photos prises par des groupes citoyens. Avec, ici, on voit les détails sur les produits qu'on peut retrouver à l'intérieur, avec des panneaux qui indiquent le type de produit qu'on retrouve à l'intérieur du wagon. Ici, juste pour qu'on comprenne un peu qu'on ait le même discours, on a une vue de profil d'un rail. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le champignon au-dessus, l'âme du rail et le patin. Et il y a toute une terminologie. Tout ce qu'on voit ici en cailloux, ici, c'est le ballast. On a les traverses en bois, généralement, et on a des crampons, on a des anti-acheminants, et on a finalement ce qu'on a des semelles, etc. Bon, je vais passer vite, mais juste au moins pour qu'on ait la bonne terminologie si possible. Donc ici, on a des photos là, du rail entre Nantes et lac mégantic. Nantes, c'est la municipalité qui est environ à 10 km de lac mégantic.
Donc, on peut voir ici, le rail est complètement mangé, rongé sur la partie extérieure du rail. Ici, c'est bossé, là. On voit vraiment qu'il y a eu une bosse. Plus loin, on voit que le rail est fissuré, corrodé. Parfois, on parle de moisissure. Il y a les traverses qui sont moisies. On a les crampons qui ne sont plus là. Le ballast ne fait plus son rôle, ne joue plus son rôle. Il y a une résurgence d'eau au printemps, il y a de la boue, ça absorbe plus le transport des wagons-systèmes. Donc là, il y a des problèmes à venir, disons. Et il y a d'autres photos où on peut le voir sur plusieurs traverses. Il y a deux défauts là-dessus. La rail, Le rail, oui. et plus Ouais. Et l'état général, là, quand on s'approche du rail, c'est ça. J'espère qu'on ne verra pas ça dans notre région, là, parce que ça serait inquiétant. Ça serait vraiment inquiétant. Ailleurs, ben, les rails ne sont pas nécessairement en meilleur état. Ça, c'est en Alabama. Il y a eu, et là, c'est encore un milieu humide. C'est vraiment dommage, mais c'est un milieu qui vient d'être contaminé pour un bon bout de temps. Ça, c'est au Dakota du Nord. Ça, c'est un convoi qui avec du pétrole de schiste du Bakken. On voit que ça a explosé un peu comme un lac mégantique. On le voit sous un autre angle. On voit qu'il y a du pétrole un peu partout là, qui est répandu. Ça, c'est l'accident de rail du 30 avril 2014 en Virginie, le long de la James River. Donc, le convoi passe en pleine ville, mais juste sur le bord de la rivière. Donc, les wagons ont tombé, comme on peut le voir ici. Ça, c'est l'accident de Gogama le 7 mars 2015. Il y en a eu d'autres. J'en en laisse quelques-uns. C'est juste pour vous dire que depuis le lac mégantique, ça continue. Et ça va encore continuer parce qu'il y a une augmentation du trafic de wagons de pétrole sur les rails. Donc, à Gogama, la nuit et le matin, ben, ça ressemblait à ça. Là. Donc, un enchevêtrement de wagons. Et puis, encore là, on est aux abords de zones humides. C'est souvent le cas, malheureusement. Donc, transport par rail, je vous l'ai déjà mentionné.